Bienvenue au pire épisode du podcast Briser la glace de l'histoire du podcast Briser la glace. Vendredi soir, 26 septembre 2025, je te pas supposé enregistrer un épisode en fait, mais là vous me forcez la main. En fait, je vous avais demandé, chers auditeurs, de m'écrire vos questions en vue d'un prochain épisode. Mais là, il y a quelques questions par rapport aux performances en pré-saison de plusieurs recrues. Puis, je sais qu'il y a plusieurs poules ce week-end, fait que j'ai cru bon de vous pondre cet épisode. Donc, épisode spécial, spécial questions des auditeurs, en fait. Puis, j'ai reçu de très bonnes questions, mais aussi des questions foutument épaisses. C'est pour ça, ça va être le pire épisode de l'histoire, mais je pense qu'on va s'amuser. Et possiblement le plus court également. Donc, je me lance tout de suite. La première question vient de Sébastien Lépine, qui demande: est-ce réaliste de voir Demidov éclipser le total de points de Matvei Michkov? En fait, je pense que c'est absolument réaliste de projeter Demidov entre 60 et 69 points dans ce range-là. En fait, Michkov l'a fait, je pense que c'était 63. Celebrini aussi l'a fait, je pense que c'était à 63 aussi. Demidov est pas pire qu'eux. Puis tu sais, en fait, ceux qui suivent le podcast depuis quelques saisons, j'encensais Celebrini. Pour moi, c'était le premier choix au total. Mais j'ai toujours été clair à l'effet que Ivan Demidov avait un potentiel offensif plus élevé, possiblement, que Macklin Celebrini. En fait, je comparais un peu c'est comme choisir entre Jonathan Toews et Patrick Kane, tu sais, lequel est le meilleur joueur. En fait, possiblement que Prime Time, tu cherchais plus peut-être un Toews dans ton équipe, tu sais, la comparaison de avec Celebrini, tandis qu'un Patrick Kane te fait possiblement plus gagner des poules, et Demidov est peut-être la comparaison ici. Fait que je pense que Demidov, long term, moi j'ai toujours dit que c'était celui des trois qui avait peut-être le potentiel offensif le plus élevé. Donc je pense que c'est pas si farfelu de penser qu'à sa saison recrue, il va être capable en fait d'aller chercher le même genre de production. Sauf que le contexte dans lequel Demidov évolue est différent et ça peut l'aider comme ça peut le nuire. En fait, est-ce qu'il va avoir autant de temps de glace que Michkov et Celebrini l'ont eu? C'est ça que je sais pas. Tu sais, en ce moment, Demidov joue davantage sur ce qui peut être une deuxième ligne, ainsi qu'une deuxième vague d'avantages numériques. Fait que peut-être que les occasions vont être diminuées, sauf que ça peut changer en cours de saison. Demidov, on peut se rendre compte que finalement c'est le meilleur joueur des Canadiens, puis il peut avoir plus de temps de glace. Puis ce qui aide aussi, c'est qu'il joue possiblement avec de meilleurs joueurs que ce que Michkov et Celebrini avaient, ce qui peut aider, oui, à mettre la rondelle derrière le gardien, mais ça peut aussi faire que les points se spreadent un peu plus dans l'équipe. Fait que je trouve ça quand même difficile de prédire comment ça va aller. Personnellement, je suis de nature prudente dans la vie, fait que j'essaie de pas trop m'emballer avec Demidov puis de pas le projeter à 65 points tout de suite. Je pense que ça se peut. La question, c'est est-ce que c'est réaliste? Je pense que ça se peut, oui. Personnellement, je le vois peut-être un peu en bas de ça parce que je suis de nature prudente, mais je vois pas d'argument en fait contre le fait qu'il pourrait faire 65 points, tu sais, à part le fait qu'il y a peut-être un peu moins de temps de glace, parce que le talent, il est là, tu sais. Je m'attends toutefois à une période d'adaptation. Je pense que les gens, les partisans, il va falloir qu'ils soient réalistes là-dessus. Puis on l'a vu là déjà en quelques matchs, il y a des matchs où ça a été plus difficile, surtout les matchs plus robustes. Donc, tu sais, perso, je mettrais l'attente peut-être à 50 points. Mais je pense que le 65 est facilement atteignable vu le talent qu'il a. J'ai l'impression que ça va venir aussi en deux étapes. Puis Michkov, ça a un peu été ça aussi l'an dernier. En fait, Michkov a vraiment connu une grosse fin de saison. Je pense qu'il était à peu près point per game là, après le 1er février. Fait que je m'attends peut-être à de quoi du genre pour notre chum Ivan Demidov. Ensuite, Sébastien, il y avait une deuxième question qui était Wallstead est-il une option viable pour le Wild vu ses déboires la saison dernière? En fait, je vais être franc avec toi, j'ai pas vraiment étudié les gardiens cette année. C'est vraiment pas quelque chose que je suis. Sauf que, comme tu dis, ça a vraiment pas bien été pour Wallstead dans la Ligue américaine la saison dernière. Un pourcentage d'efficacité de 879, une moyenne de buts alloués de 3,59. Puis en 2 matchs avec le Wild la saison dernière, il a maintenu une moyenne de buts de 4,09. C'est pas top, surtout que l'an dernier, à pareille date, on pensait qu'elle allait possiblement pouvoir faire l'équipe et devenir, dans le fond, le gardien numéro 1 de cette équipe-là. Non seulement ça n'a pas été le cas, il a été rétrogradé, mais ça a été assez pitoyable comme performance. Fait que ça se peut qu'ils connaissent une saison bounce back,
Mais en tout cas, j'ai pas tant recherché ça, j'ai pas tant étudié ça, la question de Wallstead, parce que pour moi, il doit prouver qu'il est capable d'avoir une bonne saison complète dans la AHL avant de devenir un gardien dans la LNH. Je sais pas si c'est ça qui va se produire, mais personnellement, je regardais pour d'autres options dans mon pool. Fait que merci pour tes questions, Sébastien. Ensuite, il y a Cédric Petitpas qui avait deux questions. La première qui est une question plus personnelle, qu'il dit « Comment t'es-tu rendu à faire ce que tu fais? Quel est ton parcours de carrière? » En fait, je vais essayer de pas trop m'éterniser là-dessus. J'ai pas mal tout le temps été un geek de hockey. Je dirais quand même on and off, en toute transparence. Je me suis intéressé soit à d'autres sports où j'avais d'autres passions là, plutôt dans ma vie, tu sais, musique, etc. Mais ça a quand même pas mal toujours été là. Puis tu sais, surtout, mettons, je pense là, autour de 2009-2010, c'est là que j'ai vraiment beaucoup commencé à m'intéresser, oui, au pool, mais à faire des ligues simulées. Non seulement j'étais assez profond dans les ligues simulées, mais j'ai même eu mes propres ligues. Puis je te dirais que c'est là que j'ai commencé à avoir un certain intérêt dans l'analyse de joueurs, au-delà de juste, dans le fond, triper sur le sport. Écoute, long story short, dans les ligues simulées, j'aimais jamais comment le développement des joueurs se faisait. C'était souvent de manière complètement aléatoire. Puis tu sais, ça me gossait, ça me puait au nez parce que pour moi, une ligue simulée, c'est de prouver que tu connais ton hockey, d'avoir des bons takes et tout ça. Mais là, peu importe les échanges, les signatures que je faisais, les évolutions de joueurs étaient complètement aléatoires. Fait que ça servait à sweet fuck all de se renseigner puis d'analyser les joueurs et tout ça. Fait que là, j'ai dit, c'est assez. Je me montre ma propre ligue simulée. Puis je refais les rosters de A à Z. Évidemment, j'ai pas fait ça tout seul. J'ai eu de l'aide de mes amis. Mais on a refait les rosters de tous les joueurs, dans le fond de la LNH. Non seulement les stats actuelles, mais des stats projetées également. C'est là que je me suis un peu plus plongé le nez dans les espoirs. Sauf que évidemment, n'ayant pas accès à Instat et tout ça, puis là on remonte là, je parle de 2010-2011 peut-être, on n'avait pas nécessairement accès à autant de contenu sur les espoirs qu'il y a actuellement. Fait que certains c'était quand même limité comme analyse et tout ça. Mais c'est pas mal là, je te dirais que j'ai eu la piqûre. Là, évidemment, les repêchages par la suite, là, que ce soit les 2012, 2013, 2014, 2015, c'est des repêchages que j'ai suivis quand même beaucoup. Mais encore là, avec les outils que j'avais, tu sais, j'avais pas scouté 150 joueurs à l'époque. C'était beaucoup, je me concentrais pas mal sur la première ronde et tout ça. Puis un peu autodidacte là-dedans aussi parce qu'il y a ça, là, il n'y a pas autant de podcasts puis de contenu qu'il y a sur l'analyse des sports, je pense qu'il y a en ce moment. Fait que, tu sais, évidemment, c'était fait un peu de tout croche, puis j'en étais conscient, puis je pense que mon fun, en fait, c'était surtout d'essayer de faire des mock drafts puis de prédire à quoi allaient ressembler les repêchages à l'époque. C'est vraiment ce qui me plaisait le plus. Puis je pense que comme bien les partisans encore, il y a beaucoup de mes analyses qui relevaient des compétitions internationales parce que c'est ce qui était le plus facilement accessible pour les joueurs européens. Fait que moi, c'est ça. Puis j'ai une petite période où c'est que j'ai un petit peu moins suivi ça. À cause de professionnellement parlant et tout ça, j'étais quand même très occupé. Mais il y a quelques saisons de ça, mais je te dirais peut-être 2020-2021, je m'y suis replongé un petit peu plus. Puis le repêchage de 2023 a vraiment rallumé une grosse flamme pour moi. Écoute, c'est là que je me suis remis à écouter vraiment du hockey en malade, là. Tu sais, notamment le NTDP qui était sensationnel avec Smith, Perreault, Leonard. Il y avait même Oliver Moore que j'aimais beaucoup, mais James Haggins, Cole Eiserman. C'était vraiment une équipe sensationnelle. J'ai écouté tous leurs matchs cette année-là. Puis c'est là que j'ai commencé à me repogner, tu sais, des abonnements pour aller voir des joueurs un peu plus loin. Puis c'est là que j'ai starté le podcast. Sauf que le podcast, c'était... Comment je pourrais dire? Tu sais, quand t'as un souper en chum, tu te mets à jaser de hockey ou d'un sujet, puis ça arrive, là, tu sais, entre boys, c'est-à-dire, Chris, on pourrait se partir un podcast, tu sais. Parce que, mettons, avec mes chums, on passe une conversation de hockey, on est parti pour une couple d'heures, tu sais. Puis on se trouvait intéressant, parce que c'est ça, les hommes blancs, on se trouve intéressant, puis on aime s'écouter parler, tu sais. Fait que on disait tout le temps en blague, ça serait cool de se partir un podcast, tu sais.
moi, j'avais déjà, fait du stream sur Twitch et une couple d'affaires. Fait que, c'est certain que de me partir un podcast, c'était une idée que j'avais déjà en tête, même que désolé, je suis chaud du coq à l'âne, là, mais j'avais même l'idée de me partir un podcast ou une chaîne YouTube pour parler de board games, qui est mon autre grosse passion. Fait que là, l'idée d'avoir un podcast de hockey, puis là, avec le fait que j'avais recommencé à vraiment m'intéresser aux espoirs, c'est certain que ça a semé une petite graine. Puis j'ai starté, écoute, une fin de semaine, j'avais rien à faire. Je me disais, hey, je vais faire un test de podcast, juste pour le fun. J'ai starté Briser la glace comme ça. C'est pour ça que le nom est un peu broche à foin. J'y ai pas réfléchi plus que ça, là, honnêtement. Pour moi, c'était genre, hey, je vais faire une couple d'épisodes, je vais lancer ça dans l'univers, j'en parle à personne. Il y a personne de mon entourage qui savait que je faisais ça, à part ma femme. J'ai juste lancé ça dans l'univers. Écoute, j'avais quelques écoutes, ça a monté 40, 50, 100 écoutes. Puis ça a pas pris 2 semaines que des amis très proches de moi ont reconnu ma voix en tombant sur le podcast par hasard. Puis j'avais pas fait de pub, rien. Ils sont juste tombés là-dessus, genre sur Spotify ou Amazon Music ou whatever. J'étais même pas sur YouTube, en fait, je pense, à mes débuts. Ou, je les avais-tu mis sur YouTube? Bon, en tout cas, whatever. Puis, fait que c'est ça. Puis, tranquillement, pas vite, j'avais de plus en plus d'écoute. Puis je me suis dit, OK, ben, let's go, on fonce là-dedans. Mais c'était un podcast très généraliste au début. C'était pas nécessairement axé espoir. Mais je me suis vite rendu compte que non seulement ce que je préférais parler de, c'était les espoirs, puis aussi que ce que j'avais peut-être sous-estimé, c'est que quand tu as un podcast, faut que tu saches de quoi tu parles, faut que tu écoutes beaucoup de hockey. Puis si j'étais généraliste puis je couvrais la LNH au complet, ça avait pas de crise de sens à quel point il y avait trop d'affaires à couvrir, tu sais. Puis je ne voulais pas juste couvrir le Canadien. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de médias qui le font. Si tu veux savoir day-to-day ce qui se passe avec le Canadien, mais RDS ou TVA Sport, tu sais. Fait que, ou la radio, whatever. Fait que je voulais pas tomber là-dedans, fait que je voulais couvrir la LNH at large, mais c'est un mandat beaucoup trop grand pour une personne seule qui fait ça à temps perdu, parce que comme je disais, j'ai évidemment une autre carrière, j'ai une autre job qui est ma job principale et qui c'est là-dedans que je mets mes efforts et ma concentration, tu sais, fait que ça reste, tu sais, un projet que je fais à temps perdu, là, veux pas, tu sais. Fait que c'est ça, mais de fil en aiguille, je me suis rendu compte que je voulais parler d'espoir. Puis je me suis rendu compte que c'est peut-être ce que je faisais de mieux aussi. Puis qu'il y avait peut-être... Je peux pas dire qu'il y avait un manque à combler parce qu'il y avait déjà beaucoup de bons podcasts. J'allais dire gros podcasts, mais gros et bons podcasts, dont TSLH et La Relève au Québec. Processus n'existait pas encore, mais... Fait que c'est ça, fait que j'ai pris cette tangente-là. Je trouvais aussi peut-être la manière que j'amenais les choses, le ton aussi du podcast était peut-être différent de ce que les autres faisaient. Fait que je trouvais qu'il y avait peut-être une offre de produits complémentaire, là. Tu sais, personnellement, je vois pas ça comme de la compétition, là, tu sais, Marty de La Relève, là, tu sais, on est bien chum, on échange énormément ensemble, puis il est venu sur mon podcast aussi, puis fait que tu sais, je vois pas ça comme de la compétition en tant que telle, je pense que c'est vraiment des produits complémentaires. Puis c'est ça, fait que de fil en aiguille, c'est devenu rapidement Briser la glace que du contenu sur les espoirs. Puis après quelques saisons, c'est tombé dans les oreilles des bonnes personnes, en fait, chez Elite Prospects. Chez Elite Prospects, il y a quelques Québécois, dont David Saint-Louis, Adi Kalakesh et Sébastien Rai, que somehow sont tombés sur mon podcast. Puis quand est venu le temps chez Elite Prospects d'aller chercher des gens additionnels, ben mon nom est venu sur la table. Je sais pas si c'était pour... dans le fond, faire une domination francophone chez EP ou whatever. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des choses que j'ai dit qui sont tombées dans les oreilles des bonnes personnes. Je pense que beaucoup des opinions, des takes que j'avais qui allaient quand même dans le même sens que la philosophie, en fait, de Elite Prospects. Je pense que c'est peut-être ça qui a plu à ces personnes-là. Fait que c'est ça, je suis rendu avec EP depuis, je pense, février ou mars 2025. Donc, ça fait un petit peu plus que 6 mois. Donc, mais tu sais, encore là, ça reste que pour moi, c'est pas ma job principale, tu sais, puis c'est ça qui est important de rappeler aux gens, là. Je fais pas ça à temps plein.
Fait que je fais de mon mieux. C'est pour ça que des fois, c'est un peu inconstant la fréquence à laquelle je publie des épisodes et tout ça. Veux pas, vie familiale et emploi à temps plein exige. Mais écoute, j'adore faire ça. Je suis passionné de ça. Puis évidemment, là, d'être avec Elite Prospects, j'apprends énormément de ça. Puis là, ben, je porte plusieurs chapeaux qui me permettent aussi d'aller toucher à différentes affaires. Tu sais, je pense que mon chapeau principal, puis lui qui me parle le plus, c'est le titre de crossover. Fait que c'est un peu ce que David Saint-Louis fait, puis des gars comme Daniel G et tout ça. Autrement dit, de scouter un peu toutes les ligues pour c'est ça, au final, contribuer à la liste principale, parce que je n'ai déjà parlé, mais de la manière qu'on fonctionne, on a des scouts régionaux. Donc, tu sais, mettons, il y a Dylan Griffin qui va s'occuper, tu sais, vraiment tout de la Russie. On va avoir Lauren Kelly qui va s'occuper, tu sais, vraiment juste de la OHL. Fait qu'eux autres connaissent de fond en comble leur région, mais on a après ça des directeurs, tu sais, qu'eux autres vont scouter les meilleurs espoirs, mais d'une plus grosse région, comme mettons, tu sais, un Lassie Alanen va s'occuper de scouter toute l'Europe, mais il n'y aura peut-être pas autant dans le granulaire, mettons qu'un Dylan Griffin là, qui check absolument tous les joueurs éligibles ou à peu près de sa région. Puis après ça, ben, tu as d'autres gens qui sont les crossovers qu'eux autres vont après ça mettre tout ça ensemble, autant Amérique que Europe. Fait que c'est un peu comme ça là, que ça fonctionne. Puis c'est pas juste chez EP, là, ça fonctionne de même à ben des endroits. Mais normalement, si c'est un crossover, c'est sûr que tu n'iras pas scouter 1000 joueurs, là. Mais tu sais, l'an dernier, là, j'étais au-dessus de 250 quand même joueurs. Mine de rien, je vais essayer de refaire ça encore cette année. C'est tout le temps le débat, est-ce que je scoute plus de joueurs mais moins de visionnement ou moins de joueurs plus de visionnement? C'est tout le temps un peu ça, là, le débat interne à avoir. Personnellement, j'adore aller voir le plus de joueurs possible. Mais bon, fait que c'est ça. J'étais avec EP, crossover, mais aussi draft, la LHMQ. Ça, c'est de quoi de nouveau que j'ai commencé l'année dernière. Puis qui est une des raisons, en fait, pourquoi EP sont venus me chercher. Il y avait un besoin pour scouter le draft de la LHMQ. Fait que tu sais, les jeunes qui jouent M18 et tout ça au Québec. J'avais donné un coup de main aussi pour le draft de la OHL, etc., etc. Puis là, on a eu une grosse vague d'embauche chez EP pour être offrir en fait plus de coverage de ces repêchages-là de la CHL. Fait que suivez ça si ça vous intéresse. Là. On va maintenant pouvoir parler des joueurs alors qu'ils ne sont âgés que de 15 ans. Fait que je pense que à long terme, ça va être très bon pour le contenu chez Elite Prospects. Fait que c'est ça, j'ai pas de formation là-dedans, j'ai pas étudié en quoi que ce soit, ni en communication, j'ai pas de background de hockey non plus. Je pense qu'on a tendance à croire qu'il faut être un ancien joueur, soit junior A ou junior majeur pour pouvoir devenir scout. Puis non, je ne crois pas que ce soit vrai. Je pense qu'il y a bien des scouts que vous allez voir dans le fond, à part les scouts de la LNH et tout ça, qui sont pas nécessairement des anciens joueurs ou des anciens joueurs à haut niveau. Je pense qu'il y a quand même une distinction à faire entre avoir joué la game puis savoir comment analyser la game. Mais tu sais, je pense que tout s'apprend aussi, tu sais. C'est un peu dans ce sens-là. Évidemment, quelqu'un qui va avoir joué la game va connaître des détails techniques et stratégiques que quelqu'un qui n'a pas joué la game ne connaîtra pas, mais je pense que tout s'apprend au final. Fait que avec le bon coaching, le bon mentoring, puis juste d'écouter des podcasts ou lire des analyses de scouts déjà établis. Je pense que si tu veux poursuivre, dans le fond, une carrière là-dedans ou un temps partiel là-dedans, je pense que c'est par là que je commencerai. Ben, je sais pas, en fait, si ta question, au final, c'est un peu ça. Tu me demandes comment je me suis rendu là et tout ça. Peut-être que tu aspires aussi à faire de quoi de similaire. Fait que, tu sais, tout ça pour dire, moi, mon parcours, écoute, j'ai starté un podcast, j'ai écouté du hockey, puis j'ai appris sur le tas. Puis si ça t'intéresse, je te recommande fortement de faire la même chose, tu sais. Peut-être, bon, un podcast, ça t'intéresse pas, mais au moins, mets tes analyses out there, que ce soit sur Twitter, n'importe quelle plateforme ou
écris aux différents podcasts, tu sais, pose des questions et tout ça. Trempe-toi l'orteil là-dedans. Mais écoute, si tu veux te faire recruter par une agence indépendante, que ce soit, tu sais, Elite Prospects, McKean ou Name It, ouais, mais mets du temps, documente tes affaires, puis éventuellement, tu pourrais avoir une opportunité qui va se présenter à toi, tu sais. Puis je pense qu'il n'y a pas meilleure école que juste regarder du hockey, regarder du hockey, regarder du hockey. J'en conviens, tu sais, j'en reviens aux outils de travail. C'est pas tout le monde qui a accès à Instat ou Sports Contract très facilement. En fait, c'est pratiquement impossible ou difficile à avoir pour la plupart des gens. Là. Fait que c'est sûr que ça coûte des abonnements à différentes plateformes de streaming si tu veux justement voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de hockey. Mais des fois, juste dire, regarde, je vais juste scouter la CHL. C'est correct. Tu n'es pas obligé de dire je vais faire un classement top 150, puis je vais essayer de classer absolument tous les joueurs européens et nord-américains. C'est pas grave. Tu peux juste scouter la LHMQ si tu veux ou la Ligue canadienne, puis tu vas apprendre beaucoup de ça aussi. Puis je te dirais aussi, tu sais, avec les prospects, ce qu'on a commencé à faire depuis quelques mois ou un an, c'est de mettre nos rapports d'analyse sur le site de EP. Évidemment, ça prend l'abonnement EP Premium pour avoir accès à ces rapports-là. Mais je pense que si tu veux apprendre, c'est très, très, très formateur d'aller lire ces rapports-là, d'aller voir ce que des gars comme David Saint-Louis, Mitch Brown et tout ça ont à dire sur ces joueurs-là. C'est des gars qui ont énormément d'expérience et de connaissances en la matière. Fait que d'aller lire ces rapports-là te permet de voir, OK, qu'est-ce que les autres regardent? Je pense que une erreur que beaucoup de gens font, puis là, désolé, je veux pas comme étirer trop la question, mais c'est de vraiment regarder trop en surface, tu sais. Puis j'en ai parlé lors du dernier épisode, là, un peu de ma philosophie de repêchage, d'analyse, mais je pense que les gens vont beaucoup trop aller en surface et dire, le gars patine vite, le gars tire bien, mais il y a quand même beaucoup plus de détails qu'on peut aller analyser. Puis je pense qu'en lisant les rapports de ces gens-là sur le site d'Elite Prospects, c'est excessivement formateur. Juste de voir qu'est-ce que justement eux autres regardent, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qui est transposable aussi, parce qu'il y a une différence entre qu'est-ce que le joueur fait en ce moment et qu'est-ce qu'il peut donner dans la LNH. Puis un exercice, en fait, que tu peux faire, c'est sélectionne, mettons, si tu es capable de trouver, puis là, c'est quand même un défi, mais de trouver une game que tu as accès à, pour laquelle il y a un ou des rapports disponibles sur le site d'Elite Prospects. Va pas lire le rapport. Va écouter la game, rédige toi-même un rapport, puis après ça, va comparer avec qu'est-ce que les gars chez Elite Prospects ou les filles chez Elite Prospects ont pu observer de cette game-là. Je pense que ça, c'est un très, très bon exercice que j'encourage plus de gens à faire. Puis, ouais, une idée qui me mijote. Je vous en reviens avec ça, mais j'aimerais faire l'exercice de mettre un shift by shift sur YouTube, puis vous demander de m'envoyer vos rapports de ce match-là de manière comme soit anonyme ou juste en privé, puis je peux dire votre nom, puis comparer les rapports de tout le monde. Si c'est de quoi qui vous intéresse, dites-le en commentaire. Je pourrais peut-être mettre ça en place. Ça serait cool, tu sais, de recevoir 10-15 rapports, puis essayer de comparer tout ça ensemble, voir qu'est-ce qu'on a observé, qu'est-ce qu'on a manqué, puis des fois, c'est con, mais peut-être qu'il y a un joueur que personne A va dire très bon patineur, personne B va dire patin en dessous de la moyenne. Fait que ça, ouais. Si ça vous intéresse, écrivez-le en commentaire, je vais pouvoir mettre ça en place. Fait que Cédric, merci pour cette question. Désolé si c'était long. Je vous l'avais dit, c'était le pire épisode de l'histoire du podcast. Ensuite, question pool qui vient encore de Cédric. Que penses-tu de Bouchelnikov et Kantserov, deux petits attaquants qui ont du potentiel de percer et de produire un jour ou pas vraiment? En fait, Dmitri Bouchelnikov, attaquant 5 et 10, repêché au deuxième tour en 2022. C'est malheureusement pas un gars que j'avais scouté là, en 2022, étant donné là, qu'il est européen et qu'il avait été repêché un petit peu plus tard. Mais, tu sais, je pense que la question, c'est peut-être plus pour un keeper, parce que dans le cas des deux joueurs, en fait, c'est pas des gars qui ont fait la pré-saison, là, fait qu'ils feront pas l'équipe, puis sont encore sous contrat dans la KHL. Mais la question, c'est est-ce que c'est des options, en fait, pour des keepers à moyen terme? Je pense que peut-être, en fait, Bouchelnikov, c'est un gars très talentueux, tu sais, puis qui est dans un pool d'espoir
qui manque de talent, de pur talent offensif, donc celui de Détroit, je veux dire. Puis, il a connu une des meilleures saisons de la KHL pour un joueur de moins de 23 ans, 54 points en 65 parties, donc une saison très productive. Toutefois, cette année, il y a un départ un petit peu plus mollo, 1 point en 9 games seulement. Sauf que c'est important de remettre en contexte qu'il a changé d'équipe, puis son temps de jeu a diminué, passant de près de 19 minutes par match après le 1er janvier à environ 16 minutes, un petit peu moins que 16 minutes en ce moment. Donc, il y a présentement en ce moment 3 minutes de moins en moyenne par match que ce qu'il faisait l'an dernier. Puis pas pour la même équipe. Là, fait que est-ce qu'il est pour une moins bonne équipe ou une meilleure équipe? Ça, je le sais pas. Là, j'ai pas poussé l'analyse tant que ça, mais c'est certain qu'en ce moment, il y a une grosse drop dans sa production. Je suis allé voir pour toi, Cédric, tous ses points la saison dernière. Puis tu sais, le petit constat que je peux faire, c'est un exercice qui m'a pris même pas 10 minutes, là, mais le constat que je peux faire, c'est que c'est un joueur qui est encore petit, frêle, qui semble encore jouer en périphérie. Mais c'est un gars très talentueux, surtout les mains. Puis c'est un bon distributeur de rondelles, je trouve, agressif dans sa sélection de passes aussi. T'sais, il attaque beaucoup le triangle des défenseurs, il fait beaucoup de cross-eyes, dans le fond, side to side. C'est un gars qui est capable de déjouer en mouvement également, puis capable de décocher quand même des tirs assez vifs aussi. Sauf que de l'autre côté, j'ai trouvé qu'il se fait quand même pousser facilement loin des rondelles. Je pense qu'il y a beaucoup de ces points qui venaient du jeu de puissance également. J'ai pas sorti de stats là-dessus, mais à l'œil, il avait tout le temps l'air d'être sur le power play quand il marquait ses points. Peut-être un manque de dynamisme également, comme que je disais. C'est un gars qui a une belle agilité, des bonnes mains, une belle vision, qui est agressif dans sa sélection de passes. Sauf que ça avait l'air plus difficile, mettons, de déjouer à 1 contre 1 ou de vraiment générer de l'attaque d'un point de vue dynamisme. Fait que je suis pas convaincu que ça va devenir un gros pointeur, un gros producteur de points au niveau LNH. Je le vois peut-être plus comme un gars de la Ligue américaine ou un gars qui va demeurer ou qui va retourner en fait en Russie éventuellement. Puis c'est ça, cette année, il ne jouera pas en Amérique. Il reste encore 1 an de contrat. À suivre, mais je serais quand même prudent dans son cas. Je sais pas là, à quel point ton pool il est profond puis que tu as besoin de gratter fond de tiroir. Là. Mais personnellement, je pense qu'il y a peut-être d'autres options sur lesquelles je miserais. Pour Roman Kantserov, attaquant également 5 et 9, un petit peu plus petit, qui vient tout juste d'avoir 21 ans, qui appartient aux Blackhawks quant à lui, 44e au total en 2023. Comme je disais, lui non plus, il n'a pas joué en pré-saison, il est présentement en KHL. Sauf que lui, il se porte quand même beaucoup mieux cette saison. 7 points en 8 matchs pour débuter l'année. C'est pas plate. Puis je te dirais que je le préfère à Buchelnikov personnellement. C'est un gars qui prend un petit peu plus le centre de la glace. C'est un gars qui son tir également, je le trouve plus dangereux. Mais ça reste un petit joueur de 5 et 9 sur le bumper. C'est quand même pas nécessairement plug and play dans la LNH, là. Mais il y a beaucoup de ces points qui viennent du centre de la glace présentement en KHL, puis c'est quand même très encourageant. Mais ça, je vois pas nécessairement en lui un Stankoven. Je pense que c'est quand même un gars qui a un manque de jeu physique, puis que par conséquent a peut-être l'étiquette de boom or bust dans le cas de Kantserov, donc soit un gars qui va dominer la Ligue américaine ou qui va jouer sur un top 6 dans la LNH. Puis je suis pas sûr qu'il y a tant un entre-deux, tu sais. Puis le problème à long terme, c'est qu'il y a beaucoup de petits attaquants chez les Hawks déjà. Fait que je suis pas convaincu qu'il va avoir une place à lui pour lui à moyen terme. Chez Elite Prospects, on l'a classé le 11e meilleur espoir chez les Hawks. Liste qui excluait Bedard, Nazar puis d'autres jeunes joueurs, mais tu sais, on le mettait tout juste devant Marek Vanacker quand même. Fait que c'est pas rien. Sauf que ouais, si j'avais le choix entre les deux, ce serait Kantserov, mais le contexte me semble un peu moins favorable que Buchelnikov, mais il me semble être un meilleur joueur, du moins en date d'aujourd'hui. Fait que merci pour les 2 questions, Cédric. Ensuite, question de Michael Chakaran-Macaron qui dit « Y a-tu du nouveau contenu sur ton Patreon? » En fait, oui, je viens tout juste de publier un épisode bonus d'environ 25 minutes dans lequel je décortique un peu le jeu de 4 espoirs européens surveillés en vue du repêchage 2026. Il y a 2 attaquants de puissance finlandais, Oscar Hemming et Oliver Suvanto.
que personnellement sont dans mon top 20, possiblement top 15 même, je vous dirais. Non, sont top 15. Sont top 15. Spoiler alert. Puis deux grands défenseurs mobiles que j'adore, qui sont possiblement aussi dans mon top 20. Albert Schmitz et Nikita Sherbakov. Oui, ça sonne Nikita Sherbak, mais c'est pas la même personne. Lui, c'est un défenseur de 6 pieds 5, très mobile. Fait que je vous invite à aller écouter ça. Membre Patreon, ça vient tout juste de sortir. Puis je devrais aussi enregistrer le 2e épisode de mon podcast de Board Games. J'ai mes règles. Mais, sauf que j'ai juste un auditeur de ce podcast-là. Malheureusement, je repousse tout le temps ça pour faire un épisode de Briser la glace, mais je suis prêt à enregistrer le podcast. Il reste juste à prendre 1 heure de mon temps et de le faire. Chose qui est difficile, mais ça va entendre quelques jours encore, mais je pense que ça va être bon. Le 2e épisode de J'ai mes règles va parler des meilleurs jeux pour 2 joueurs. Je pense que ça va être un sujet très intéressant. Mais patreon.com/, briser la glace. Contribution volontaire, mais de temps en temps, je sors des épisodes bonus comme ça. Merci Michael Chakaran Macaron pour ta question. Ensuite, on a une question qui nous vient de Matt Doff Vachon. Ton épisode pool, qui était d'ailleurs excellent, merci, avait été enregistré avant le début de la pré-saison. Maintenant, la pré-saison bien en branle. Y a-t-il des recrues qui surprennent ou qui déçoivent? Écoute, j'ai pas écouté toutes les games de toutes les recrues. C'est un exercice que je veux me clencher, mais j'aurai pas le temps de le faire avant mes pools. Fait que je pense que je le ferai pas. Mais rétroactivement, ça pourrait être intéressant de le faire, quoique ça vous aidera pas dans vos pools. Fait que je pense que je le ferai pas. Je m'écarte, mais quelques noms que j'ai checkés ou que j'ai de l'info sur les internets, je vais vous partager ça. Le premier, c'est Harrison Brunick. En fait, les OGs du podcast, pas de E, savent, comme Patrick Roy, savent que j'étais un gros fan de Harrison Brunick lors de son année de draft. En fait, c'est un de mes coups de cœur, Brunick. Là, je l'avais, je pense, entre 20 et 25, me semble, lors de son année de draft. Puis je retenais la laisse parce que je le voulais plus haut que ça, mais personne n'avait plus haut. Fait que ce que j'ai fait, comme pour d'autres coups de cœur, je l'ai mis pas trop haut dans ma liste, mais j'ai mis un petit cœur à côté pour dire « Hey, je l'aimais vraiment beaucoup plus que les autres. » Brunick, c'était un de ces gars-là. Défenseur droitier de 6 pieds 3, profil two-way. En fait, qui avait manqué faire l'équipe l'année dernière. Puis cette année, je pense que ça regarde encore mieux. Tu sais, il y a plusieurs personnes qui disent que ça a été le meilleur défenseur des Pingouins lors de la pré-saison. Puis... tu sais, chez EP, on a sorti une liste des meilleurs espoirs. En fait, on a fait 2 affaires. On a fait un top 100 des meilleurs espoirs de la Ligue, puis on a sorti le classement des banques d'espoirs. Puis j'expliquais dans l'autre épisode que on est retourné voir fucking tous les joueurs pour faire ce classement-là. Fait que c'était vraiment de l'information à jour. Parce que des fois, les joueurs repêchés il y a 2 ans, on retourne pas nécessairement les voir. Mais là, on est allé les voir. Puis Harrison Brunick, c'est Mitch Brown qui est retourné le voir. Puis il y a quelques rapports. Je pense que même David Saint-Louis est retourné le voir aussi. Fait qu'il y a une couple de rapports sur le site. Puis ce que Mitch Brown disait, c'est que Brunick, la saison qui vient de passer, était possiblement le meilleur défenseur de la WHL. Puis qu'il y a un potentiel de défenseur top 4 two-way du style de Thomas Harley. Fait que avis au pooler de Keepers, gardez un œil sur Harrison Brunick. Puis si vous avez un pool qui exige des recrues, puis que c'est un pool à 32 équipes, puis qu'il faut gratter les fonds de tiroir, peut-être que Harrison Brunick pourrait être une miette de pain dans un fond de tiroir que vous pourriez aller chercher et qui pourrait rapporter gros. Je peux pas pousser davantage la comparaison avec la miette de pain. Je suis désolé. Sinon... une des grosses histoires, une des belles histoires peut-être même des dernières semaines, Emmett Finney, que vous avez peut-être jamais entendu parler de, choix de 7e ronde des Wings, centre de 6 pieds 1, qui a connu une grosse saison, une saison d'éclosion la saison dernière, je dois dire, 84 points en 55 matchs dans la WHL, en plus de 5 points en 10 games dans la Ligue américaine. Écoute, il a connu un fort premier match pré-saison. Il était avec Brentford Nugard et je sais plus trop qui, mais il y a eu 2 points, dont une passe between the legs qui avait aucun bon sens. En fait, ces 2 points, ils ont accumulé autour du filet, pas mal dans la peinture. C'est un joueur dangereux dans cette zone-là. Un gars travaillant, un peu raw, mais il a quand même un bon lancer. C'est un gars qui se positionne bien. C'est un gars two-way aussi. Bon en échec avant. Je suis pas sûr des mains et tout ça, mais tu sais, ça reste un travaillant, un gars transposable. Sauf que là,
tu sais, je parlais qu'il jouait avec Branson Nugard et tout ça, sauf qu'il a été jumelé avec Larkin puis Raymond depuis quelques jours. Il a joué avec eux autres contre Buffalo. Je suis pas allé voir la game, elle n'est pas sortie encore sur Instat. Puis ce soir, au moment d'enregistrer l'épisode, il jouait encore. Je pense que Larkin puis Raymond sont pas là, mais il jouait encore. Fait que c'est comme 3 matchs en 3 matchs de suite qu'il jouait. Fait que je pense que ça semble très sérieux, l'expérience Emmett Finney. Puis on sait que Détroit au centre, c'est quand même faible. Fait que j'ai l'impression en ce moment que il essaie Finney sa première ligne avec Larkin puis Raymond pour avoir Casper sur la deuxième avec Kane et DeBrincat. Ce qui me semble intéressant. Toutefois, je ferai quand même attention aux attentes parce que je pense pas qu'il va jouer sur la première vague d'avantage numérique, ce qui vient quand même limiter son potentiel. Mais tu sais, si vous cherchez là, des gars de 30-40 points, là, Emmett Finney, s'il reste toute l'année avec Détroit, ça se pourrait. Fait que gardez ça dans votre petite poche arrière, mais ça se pourrait aussi qu'il fasse la navette avec la Ligue américaine puis qu'il joue que 40-50 matchs. À suivre. Sinon, Alex Bump, en fait, si vous avez écouté le match, là, je pense que c'était Canadien contre Flyers, vous l'avez vu, Alex Bump a grandement impressionné. Tout indique qu'il va faire l'équipe. Fait que si vous avez besoin d'une recrue à checker. L'autre, je suis vraiment content. Tu sais, je suis content pour Harrison Brunick, mais il y en a un autre sur lequel je suis encore plus high et que je me faisais confiance. Parce que Brunick, je l'avais dans les 20 cucks, mais c'est parce que je me faisais pas confiance tant que ça d'assumer mes opinions. Puis là, le prochain, j'ai assumé mes opinions toute l'année. Braden Coots, que j'ai classé devant Frondell 100% de l'année, puis même devant Desnoyers une bonne partie de l'année. En fait, j'ai eu Coots 11-12 depuis octobre. Puis il a pas bougé de là toute l'année. C'est un de mes chouchous. Il est présentement vu comme étant le deuxième centre à Vancouver. Il y a eu une forte pré-saison. Les gens sont très impressionnés par son jeu. Puis en fait, ce que les gens disent, puis c'est ce que j'aimais beaucoup de Coots, c'est que Coots, je voyais certains flashs élites de playmaking, mais c'est surtout que c'est un gars très bon patineur, mais avec un rythme de jeu très élevé. C'est un gars qui est travaillant, qui est intense. J'avais certaines comparaisons justement avec Carter Bear. Je trouvais qu'on parlait beaucoup de Carter Bear pour son intensité sur l'échec avant, mais Cool, c'est un joueur excessivement intense aussi, moins efficace que Bear en récupération de rondelles, sauf que il va pédale dans le tapis à chaque fucking shift, puis pour une très mauvaise équipe aussi. Puis là, en ce moment, il impressionne en pré-saison, non seulement à cause de son certain potentiel offensif, mais parce qu'il y a une certaine B-game, si on veut, tu sais. Fait qu'il est capable de contribuer sans la rondelle. Puis ça, je pense que ça a parlé à bien des partisans, peut-être même les dirigeants des Canucks. Fait qu'à surveiller, Braden Coots, je suis pas sûr que c'est confirmé qu'il va faire... je pense qu'il devrait faire l'équipe, mais c'est pas confirmé s'il va juste avoir une audition de 9 matchs ou s'il va y passer la saison. Mais c'est un joueur que je garderais à l'œil de très près, Braden Coots. Surtout que c'est assez maigre au centre à Vancouver depuis la perte de JT Miller. Situation un peu similaire à Nashville avec Brady Martin, qui a connu un match de 2 buts. Personnellement, je pense pas qu'il va faire l'équipe. Là, Martin, je pense que il a très bien joué. Puis oui, un peu comme Coots, il montre qu'une B-game. Mais je pense qu'il pourrait peut-être avoir une audition. Puis s'il fait assez bien, peut-être qu'il va rester avec l'équipe. Mais je ferai attention dans le cas de Brady Martin. Le prochain, c'est Matthew Schaefer. En fait, je disais lors de l'épisode Pool que, vu son âge et qu'il a manqué beaucoup de hockey dans la dernière saison, je pense que ce serait mieux pour le développement de Schaefer s'il retournait jouer dans le junior, même s'il va être trop fort pour la Ligue. Sauf que là, honnêtement, il a l'air déjà NHL ready. Puis je sais pas si vous avez vu la séquence de lui qui back-check puis qui rattrape Matvei Michkov, mais c'était sensationnel. Évidemment, faible échantillon. Puis ma crainte avec Schaefer, désolé, je rote, ma crainte avec Schaefer, c'est que il a tellement peu joué. Je pense que sur 82 matchs, ça pourrait devenir épuisant, surtout dans une équipe qui a perdu son défenseur numéro 1 en Noah Dobson. Sauf que présentement, il impressionne, puis ça serait pas étonnant qu'il fasse l'équipe, en fait. Autre joueur, un peu dans la même situation, mais même plus vieux encore, c'est Sam Dickinson, que lui, toutefois, s'enligne vraiment pour faire l'équipe, je crois. Tu sais, Dickinson, trop fort pour la OHL, on s'entend. Encore peut-être trop de crampes au cerveau, je crois, pour faire la LNH. Sauf que il est dans une équipe
qui est pas là pour gagner encore, je crois, sont là pour développer leurs joueurs. Fait que, même s'il fait beaucoup d'erreurs, le gars, il a le patin, le gabarit, le jeu offensif pour faire le saut, je pense. Puis je pense que les Sharks sont prêts à vivre avec les erreurs qu'il va faire. Puis en plus, c'est ça, il y a des opportunités. Klingberg, présentement, est blessé. Fait que non seulement on pourrait voir Dickinson faire l'équipe, mais je pense qu'il pourrait même piloter la première vague d'avantages numériques. Je pense même qu'on a vu ça à l'entraînement avec Smith, Celebrini, Eklund et Toffoli. C'est une des unités qui ont essayé à l'entraînement, peut-être même lors d'une game, là, je pourrais pas confirmer. Mais Dickinson, ça regarde quand même bien, je pense. Zane Parek, un peu la même histoire. Je ne l'ai pas écouté, mais il y a plusieurs médias de Calgary qui rapportent qu'il a impressionné puis qui pourrait faire l'équipe. Fait que, je vous disais dans l'épisode pool de faire attention à Mackenzie Weegar, que si Zane Parek venait qu'à faire l'équipe, Weegar ne jouerait possiblement pas sur la première vague de jeu de puissance et que sa production pourrait en prendre un coup. Fait que Parek, ouais, je pense que ça regarde bien. Puis c'en est un autre qui a aucun rapport de retourner dans la OHL. Je pense pas que ça y serve à de quoi d'aller marquer 50 buts en tant que défenseur dans la O. Fait que à suivre. Beckett Seneca, c'est un autre qui a impressionné. Personnellement, je pensais pas qu'il allait faire l'équipe. Je suis pas convaincu encore, mais aujourd'hui, il est encore en train de s'entraîner avec l'équipe. Puis il pratique avec Vatrano puis Strome. Fait que je pense, ça regarde bien pour au moins une audition. Fait que, à suivre. Ziv Bouillum, ça, c'en est un qu'on voit souvent comme quoi qui va rester avec l'équipe. Je pense qu'il va rester avec l'équipe, lui. Mais je modérerais les attentes. En fait, je pense que pour avoir vu quelques séquences, là, le jeu était quand même rapide pour lui. Je pense qu'il va y avoir une période d'adaptation parce que ça risque d'être difficile par moment. Fait que je pense qu'il va faire l'équipe. Je pense qu'il va rester là. Mais je m'attends pas à une grosse saison non plus de sa part, Ziv Bouillum, même si vous savez, je suis quand même un fan. Puis je vais en rafale après ça avec quelques joueurs que j'ai pas vu, j'ai pas tant analysé, mais j'ai vu dans le fond certains trios, soit qui datent là d'aujourd'hui ou d'hier, sur lesquels que ces joueurs-là s'entraînaient. Ça veut pas dire grand-chose, mais ça peut vous donner quand même des pistes de qu'est-ce qui pourrait se produire. Bradley Nadeau, entre autres, ce soir, il est supposé jouer avec Kotkaniemi et Jost. On sait que Kotkaniemi, c'est un régulier. Jost, possiblement aussi. Fait que peut-être que Nadeau est présentement sur une audition pour jouer sur une 4e ligne. Qui sait? À San Jose, on a vu de quoi d'intéressant. William Eklund était jumelé avec Michael Misa, qui pourrait faire l'équipe aussi. Et Igor Chernyshov. Ça, c'en est un, je pense qu'on oublie. Mais Chernyshov, là, je pense que c'est un gars qui est assez proche de la LNH. En fait, il a joué en KHL, puis quand il a joint la OHL en fin de saison, il a quand même été dominant. Puis, c'est un gros bonhomme, 6 pieds 3, et partenaire de trio de Michael Misa à Saginaw, et les deux ont une grosse chimie déjà ensemble. Je pense qu'ils se complètent très bien. Puis je pense qu'avec un gars comme William Eklund, ça ferait vraiment un beau trio. Fait que peut-être que Chernyshov et Misa pourraient faire l'équipe. Ça serait assez sensationnel. Musty, moins convaincant. En fait, je pense, je l'ai pas vu jouer comme que je dis, mais juste à voir avec qui était jumelé, ça sent la Ligue américaine, je pense. Oui, il a joué un peu avec Wenberg et tout ça, mais d'autres joueurs le plus marginaux comme Cardwell et compagnie. Fait que je ferai attention dans le cas de Quentin Lamoutarde, Quentin Musty. À Saint-Louis, aujourd'hui, il y avait un trio, je pense à l'entraînement, c'était Pekarczyk, Dvorsky, Carbonneau. Ça ressemble malheureusement à 3 gars qui feront pas l'équipe. Pekarczyk, pas mal certain qu'il allait pas faire l'équipe. Carbonneau, c'était pas mal certain qu'il allait retourner à Blainville-Boisbriand. Mais là, que Dvorsky soit avec eux autres, ça ressemble à un gars qui va s'en aller dans la Ligue américaine, malheureusement. Surtout que Jimmy Snuggerud était sur la première ligne ainsi que sur le premier power play aujourd'hui. Fait que Snuggerud, je pense que ça regarde bien. Puis je pense que ça vient impacter un peu la valeur de Jake Neighbors. Donc, à faire attention. Quoique je pense que c'est 2 gars qui peuvent très bien être interchangés. Bref. À Minnesota, je vous disais de surveiller Danila Yurov. Yurov est encore avec l'équipe, c'est quand même bon signe. Puis hier, en fait, il y a eu différentes combinaisons, là. Je pense que la combinaison, c'était Ogren, Tarasenko, mais sous toute réserve, je pense que pendant la game, il a joué avec Tarasenko et Kaprizov. Fait que je pense qu'on essaye beaucoup de voir qu'est-ce que Yurov est capable de nous donner. Possible que ce soit lui, le 2e ou 3e centre de l'équipe pour débuter la saison. Pour les Rangers,
je sais pas, j'ai pas fouillé là-dessus, mais Gabe Perreault, hier, était avec JT Miller puis Mika Zibanejad. Je sais pas s'il va commencer, s'il va faire l'équipe, j'ai aucune idée, mais je trouvais ça intéressant. Pour les Islanders, Cal Ritchie, ça regarde très bien pour qu'il fasse l'équipe. Puis même que hier, il jouait avec Heinemann puis Palmieri, je crois. Donc, Cal Ritchie, regardez ça. Puis à Washington, ben là, Ovi est présentement pas là. Je sais pas s'il va débuter la saison. Là, j'ai pas regardé ça. Mais en ce moment, Strome, qui joue avec Ovi, joue avec Miro Stechtenko et Ryan Leonard. Fait que je sais pas, mais qu'Ovi revienne, si le premier trio va être Ovi, Strome, Leonard, ça pourrait quand même être cool. Tu sais, Leonard, on sait, c'est un gars qui a du grit. Je pense que ça serait un super beau complément à ce duo-là. Puis d'ailleurs, Leonard, il a réalisé un jeu magnifique. Je pense que c'était hier. Il a tricoté dans une cabine téléphonique pour finalement remettre ça dans l'enclave. Mais c'était merveilleux. Puis Ottawa, je vous parlais de Stephen Halliday comme très, très, très long shot. Présentement, je pense qu'il est encore avec l'équipe puis s'entraînait comme sa 4e ligne. Fait que Halliday, il y a peut-être de quoi, là. Fan d'Ottawa, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Fait que merci Matt Duff Vachon pour cette question. Je disais que ça allait être l'épisode le plus court, puis je suis déjà à 45 minutes, fait que je pense que je vous ai menti. Ensuite, il y a... Là, c'est là que l'épisode prend une chire. Je vous disais, c'était le pire épisode. À date, je pense que c'était pas si pire. Mais là, j'ai toutes mes questions idiotes, back-to-back, là. Puis je dis ça parce que des gars à qui en tout cas, j'ai interagi, là, c'est soit des amis dans la vraie vie ou des gars à qui j'ai interagi régulièrement. Je traite pas mes auditeurs de stupides, mais il y a des beaux tapons là-dedans, quand même. Fait que la première, ça vient de Sébastien Charon du Powerplay Podcast, qui me demande, en fait, si j'aime vraiment ça, le hockey. Écoute, j'ai parlé pendant 30 minutes de mon cheminement. Je pense que ça répond un peu à la question. Ensuite, il y a Mathieu Harvey ou Matthew Harvey qui demande « Aimes-tu mieux la luge ou le skeleton? » OK, imagine-toi en hiver au Québec. C'est pas trop dur, hein? T'as 2 sports olympiques qui ont été inventés clairement par des gens qui se sont dit « Comment est-ce qu'on peut descendre une côte glacée à 140 km/h sans avoir l'air trop intelligent? » Ben, il y en a 2. La luge, ça c'est la version chill. Tu t'installes sur ton dos, les pieds en avant, puis tu te dis « Regarde-moi bien, je vais relaxer en descendant la montagne. » T'as l'air d'un gars qui s'est trompé de chaise longue, puis il est allé s'étendre dans la glissade au lieu de la cour arrière. Tes pieds sont au volant. Non, tes pieds sont ton volant. Ouais, super sécuritaire. Puis le skeleton, là, c'est le même concept, mais pour les casse-coups qui ont trop écouté Jackass. Tu descends face première, menton à 2 pouces de la glace, en te disant « Ouh, j'espère que mon casque est payé par la Fédé, parce que mes dents vont pas durer longtemps. » T'es littéralement un missile humain, mais sans bouton d'arrêt. Lequel est le meilleur? Ben, si tu veux avoir l'air de rien faire, mais sans risquer quand même ta vie, c'est la luge. Mais si tu veux voir ton existence défiler en slow motion, puis que t'as jamais aimé ton orthodontiste, le skeleton. Perso, je dirais que le skeleton gagne juste pour l'audace. La luge, c'est comme dire « Je vais prendre le char de mon père ». Le skeleton, c'est « Tiens ma bière, je vais descendre en chest sur le hood ». Merci ChatGPT pour ce segment du podcast. Aucune chance que je répondais à ta question par moi-même, Mathieu. Sauf la prochaine. La prochaine est excellente. Elle m'a fait hurler de rire, Mathieu. Qui demande « Est-ce que même Stevie Wonder pourrait voir que Patrick Laine fait pas de backcheck? » Man, pour vrai, c'est que je l'ai, man, Patrick Laine. Puis, quand on a fait son acquisition, je vous le disais, Patrick Laine, un des meilleurs snipers de la ligue, un des meilleurs snipers à Fortnite, mais vous allez le détester parce que c'est un gars complètement désengagé du jeu et lâche à 5 contre 5, mais qui chaîne sur le powerplay. Puis, écoute, si vous l'avez pas vu encore, là, vous allez le voir. Là. Il est épouvantable à 5 contre 5. Je le déteste. Il me fait sacrer sans bon sens. Mais merci Mathieu pour ta question
très rigolotes. Mais ouais, moi, c'est pas un gars que je prendrais dans mon équipe parce que le jeu à 55 est très, très, très important pour moi. Ensuite, question très intelligente de Maxime Chevalier qui dit « Qui êtes-vous? » Je sais pas quoi répondre à ça. Max, voyons! Ensuite, une question qui nous vient de Martin Dubé. Martin qui, par ailleurs, est un homo. En fait, c'est l'homonyme de Martin Dubé de Rince Crème, a.k.a. Martin qui fait thème. Fait que Martin, l'homonyme, qui demande les photos de courtier en immeuble sur les petits blocs-notes. C'est déjà arrivé que le photographe a pris la photo puis a dit « Ah, je pense qu'elle va être bonne celle-là. » Ce à quoi je répondrais, nous avons affaire ici à un homme dont les facultés c'est infoqué, ça, c'ti? Pour les fans de Pérus. Et on finit ça toutefois avec une question du vénérable Pascal Lupien qui, sous l'influence évidemment des autres tarés qui ont posé leurs questions avant, qui demandait pourquoi ça pique quand je pisse. Je sais pas, Pascal, mais va faire checker ça. Pascal, après ça, qui dit, non, sérieusement, des potentiels D+1 à surveiller qui n'ont pas été repêchés l'an dernier, mais qui sont à surveiller, en fait, cette année. Puis, magnifique question. Je pense que c'est l'essence du podcast, ces questions-là. La question des D+1, là, pas la question que ça chauffe quand tu pisses. Dans l'épisode 59, fait que genre peut-être 3 épisodes de ça ou quelque chose, mon post-mortem de la saison 2025, j'avais parlé de 25 joueurs que j'avais scoutés mais qui n'avaient pas été repêchés. Je disais, je trouve ça épouvantable qu'il y a 25 joueurs que j'ai scoutés et que finalement ça servait à rien. Puis en checkant mes affaires, je pense que j'en ai pas reparlé, mais je suis plus dans le 40 à 50 noms qui ont été repêchés. Des gars que je pensais honnêtement qui avaient été repêchés puis qui l'ont pas été. Fait que, ouais, je parle de quelques noms que je pense qui pourrait surprendre et finalement se faire repêcher en tant que D+1. D'autres noms, d'autres plus obscurs, mais il y a certains choix évidents. Puis des joueurs que je pense qu'ils se feront pas repêcher. Tu sais, les petits joueurs, surtout les petits défenseurs, tu sais, Luka Radivojvic qui a pas été repêché. Je pense qu'on va encore le skipper cette année. Même histoire que Tomas Galvas, je crois. Il y a des défenseurs, en fait, que je comprends pas pourquoi ils n'ont pas été repêchés, parce que pourtant, ils ont le gabarit correct. 3 noms que j'ai en tête, Reese Hamilton, Dakoda Reon-Mullen et Danil Gzvortsov. 3 choix évidents pour moi. Reese Hamilton, pour commencer, qui était vu comme un choix de première ronde avant le début de la saison dernière. Finalement, il n'a même pas été repêché. Défenseur de quoi, 6 pieds 1, je pense, mais magnifique patineur, mais qui a pas montré grand-chose offensivement. Fait que avec une grosse bounce-back season, Hamilton pourrait quand même être un énorme candidat pour se faire repêcher en tant que D+1. Dans le cas de Dakoda, le fils de Manon Réaume, en fait, c'est un ancien défenseur du NTDP, 6 pieds 1, 6 pieds 2 aussi, me semble, correct patineur, mais ça a quand même été difficile dans la NCAA. Je suis surpris qu'il n'a pas été repêché. C'est un gars qu'on voyait beaucoup en 2e, 3e ronde. Fait que au moins en 7e ronde, prends une chance là-dessus. Là, ça reste, c'est un bon défenseur. Fait que je la comprends pas celle-là. Puis non, que je comprends pas, c'est Danil Gzvortsov, défenseur de genre 6 pieds 4. Je comprends, c'était pas le plus talentueux, mais ça reste un gars qui avait montré des choses correctes, je pense, en OHL. Surtout tant qu'à repêcher un gars de la BCHL ou un attaquant miniature, tu peux prendre une chance, je pense, sur un défenseur de 6 pieds 4 de la OHL. Mais bon, ça, c'est moi. Puis j'ajouterais Carson Cameron aussi, que c'est un défenseur droitier de 6 pieds 1, me semble 6 pieds 2, que j'ai aimé pas mal toute l'année. Un des bons flashs de patin, j'ai aimé sa hargne, mais je pense que c'est un gars qui était pas assez bon défensivement, pas assez bon offensivement, fait que la chaise c'est pas claire. Puis je pense que tu sais Dakoda Reon-Mullen, c'est absolument le même problème ici là. Fait que ouais, puis sinon gros candidat, énorme candidat, puis un gars que je pense qu'il va faire couler énormément d'encre au Québec, mais c'est Maddox Labre, grand défenseur à Victo, gars hyper dynamique, talentueux, puis qui a somehow pas été repêché. Puis celle-là, je la comprends pas. Mais lui, je pense que ce serait mon candidat numéro 1 pour avoir une énorme saison D+1, Maddox Labre. Sinon, évidemment, il y a plein de petits joueurs qui n'ont pas été repêchés, que je suis pas surpris qu'ils n'ont pas été repêchés, puis je pense qu'ils ne vont pas l'être encore. C'est pas ça ta question, mais
Ben, c'est peut-être ça ta question. T'as juste demandé qui va avoir une grosse saison de D+1. Fait que je pense que les gars-là vont avoir une grosse saison D+1, mais je pense pas qu'ils vont se faire repêcher malheureusement encore. Mais Lev Katzin, Philippe Veilleux, Tomasz Pobezal et Tanner Lamb sont des noms qui me viennent en tête là, pour les petits gars non repêchés qui devraient avoir une grosse saison cette année. Un aussi que j'ai été surpris, c'est Jake Crawford qui a pas été repêché, attaquant de 6 pieds 3 de la OHL. Une de mes plus grosses surprises, je pense. C'est pas le plus talentueux, mais c'est un gars complet puis efficace relativement. De la OHL, 6 pieds 3, late, je pense que ça aurait pu être un bon choix. Fait que à suivre, mais je pense que c'est un gars que, écoute, si sa production offensive augmente, il pourrait quand même, je pense, surprendre. Ensuite, Jasper Kuta, lui, je suis surpris aussi, attaquant de 6 pieds 3 qui joue en Finlande, il va jouer en OHL cette année. Fait que peut-être qu'il est passé sur le radar parce qu'il jouait en Finlande, justement. Mais il y a un certain profil d'attaquant de puissance. Il y a même Grant McCagg, un bout qui l'avait comme carte cachée en première ronde, là, aussi bon que ça. Fait que, puis il y a un bout, honnêtement, je l'ai eu dans ma 2e ou 3e ronde aussi, mais plus que je l'ai visionné, il a droppé un petit peu, mais c'est quand même un gars il aurait été dans mon top 200, là, fort probablement, ou peut-être même top 150, là. Fait que le fait qu'il n'a pas été repêché, pour moi, ça a quand même été une surprise, surtout à ce gabarit-là. Mais je pense que c'est le contexte dans lequel il jouait qui peut-être n'était pas favorable. Mais de le voir en OHL, peut-être qu'il va connaître une grosse saison. Ensuite, Bruno Osmanis, je pense qu'il y en a plusieurs qui ont été surpris de ça. Un favori de plusieurs. Attaquant letton de 5 et 11, très, très, très dynamique. Lui aussi, je m'attends à une grosse saison de sa part, mais compte tenu du gabarit, je sais pas s'il va se faire repêcher encore. Sinon, 2 gars que ça aussi, ça me surprend parce que c'est des gars parmi les plus fougueux qu'il y avait du draft, en fait. Cash Cock, puis Jet Lajoie. Lajoie 5 et 11, très fougueux, mais lui aussi, je le mettrais dans mes top candidats pour avoir une grosse saison D+1 et peut-être même se faire repêcher. Sinon, dans les noms plus obscurs que je vais beaucoup aimer, il y a Nolan Gurdies, défenseur, c'est des défenseurs de 6 pieds en fait. Nolan Gurdies, lui, ce que j'avais aimé, c'était beaucoup son intensité, sa mobilité, son jeu physique. Je pense qu'il va jouer en USHL cette année, si je ne m'abuse. Puis je m'attends à ce qu'il torche. Ethan Weber, qui jouait aussi en USHL, droitier de 6 pieds. J'avais beaucoup aimé son jeu défensif, certains flashs de robustesse, très bon contre le rush, mais j'avais vu quelques games avec des flashs de jeu offensif, de l'activation, des bons tirs de la pointe, mais je disais que souvent il essaie de jouer une game beaucoup trop simple en fait et fiable, puis que justement ça venait impacter là, son apport offensif, mais je pense que s'il s'exprime un petit peu plus offensivement, qu'il prend un petit peu plus de confiance, ça pourrait être un des défenseurs qui connaît une grosse saison, puis il y en a tout le temps une couple là, des défenseurs de la USHL qui pop à leur année de D+1, puis je pense que Ethan Weber pourrait être ce gars-là cette année. Puis l'autre, excessivement long shot, mais Jonathan Kapagaridis, gaucher de 6 pieds défenseur encore, qui avait joué en OJHL, fait que c'est normal qu'il a passé sous le radar, mais qui a terminé en OHL sa saison. C'était raw, c'était pas parfait, mais c'est un gars qui avait quand même là, certains flashs intéressants. Puis ce que je trouve cool, c'est qu'il va jouer pour l'Université du Vermont cette année. Fait que pour ceux qui vont au Vermont, Jonathan Kapagaridis, vous allez peut-être avoir la chance de le voir. Fait que voilà, ça fait le tour. J'ai réussi à garder ça en bas d'une heure contre toute attente. Pas si pire pour un épisode complètement improvisé. Je vous ai posé la question à peut-être 5 heures. Hey yo, avez-vous des questions? J'ai starté l'enregistrement peut-être à 9h30. Là, il est 10h30. Je suis fatigué, mais je pense que ça n'a pas trop été pire. Pas si pire. En tout cas, je vous remercie d'être là. Je vous remercie de votre support. On se revoit très bientôt pour un autre épisode du podcast Briser la glace. Merci, puis bonne nuit. Puis bon pool.